Bonjour Bonjour à tous. Bonjour. et enchanté, bienvenue pour ce nouveau talk de rentrée 2022. Alors aujourd'hui on reçoit Thomas Parouti pour parler un petit peu marque employeur. Donc le thème du jour, et j'imagine que c'est une des raisons pour laquelle vous êtes inscrit, la marque employeur peut-elle encore se passer de RSE? Je vais peut-être me représenter pour les nouveaux. Donc moi je suis Camille Chaigne, je suis une des cofondatrices de la société et je m'occupe de toute la partie développement commercial. Et je suis en co-animation avec Jean-François, par qui je vais laisser la parole, puisque on a plusieurs petites informations à vous communiquer pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Et donc Jean-François, pour ceux qui viennent d'arriver, est notre fondateur et dirigeant de la société Asphalt. En tout cas, bienvenue. Pour les nouveaux, sachez que vous avez à droite toute la partie questions, hein, donc n'hésitez pas non plus aussi à poser vos questions à nos participants durant le talk. On remontera bien évidemment ces questions. Et puis, n'hésitez pas non plus dans le chat, je ne sais pas, il doit y avoir déjà quelqu'un qui a mis quelque chose, peut-être toi Jean-François, à, à vous présenter et à nous dire qui vous êtes. Voilà, ça nous fait toujours plaisir de savoir qui sont les gens qui nous suivent. Pour ceux qui doivent partir durant le talk, sachez, comme d'habitude, que le talk sera disponible en replay sur notre site internet. Donc, pas de panique. Voilà, je vous souhaite tous la bienvenue. Il y a pas mal de monde qui sont en train d'arriver et je vais laisser la parole à Jean-François. Bonjour à tous et merci Camille et bienvenue Thomas. Merci de nous rejoindre dans ce 17e Talk Asphalt déjà. C'est le premier de l'année. On a laissé passer la rentrée de septembre, de l'année scolaire, je parle. Aujourd'hui, une belle thématique, un petit peu un pas de côté par rapport à nos problématiques centrées sur les mobilités douces habituellement. Mais vous allez voir qu'il y a de vrais liens dans notre thématique du jour, parce qu'on va parler de marque employeur et de lien avec la RSE, qui est une spécialité de Thomas et de son agence Mieux, qui est spécialisée dans le monde de la communication et de la RSE depuis pas mal de temps. Et on laissera Thomas se présenter et présenter Mieux, avec qui nous avons déjà collaboré avec Asphalt. Peut-être en guise d'introduction, quelques nouvelles d'Asphalt. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore bien, nous sommes une société dont le but est d'aider les entreprises à intégrer le vélo dans la mobilité des collaborateurs, de leurs collaborateurs, voire de leurs clients. On a déployé pas mal de nouvelles entreprises et de groupes à travers la France, et puis on a également un développement un peu au-delà des océans, parce on a un partenaire à La Réunion qui, en-delà de la France métropolitaine, anime notre offre. Sur l'été, ce qui nous a pas mal animé, c'est notamment ici, je mets en exergue deux déploiements, le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, dont nous déployons la caisse actuellement, avec les premiers utilisateurs de cette zone depuis le mois de juin. Ce qui a un déploiement assez intéressant, parce que ça démontre aussi l'intérêt de cette notion de vélo de fonction au-delà des zones hyper urbaines. On est du côté d'Albi, de Rodez, de Montauban, et donc on n'est pas dans les zones qui est un peu tarte à la crème en se disant le vélo ça ne marche que dans les grandes villes. Ben non, et c'est utilisé au quotidien et c'est un beau succès. Et puis une extension d'usage pour nous, c'est le vélo de courtoisie utilisé dans les centres auto, avec le début du déploiement des centres Speedy, qui a démarré sur la région parisienne et qui fonctionne très bien. On déploie également plusieurs centres Volkswagen et Audi qui utilisent le service de vélo comme vélo de courtoisie lorsqu'on laisse sa voiture en entretien. Euh, Également une petite nouveauté tech sur nos outils, parce que vous savez qu'avec Asphalt, on apporte tous les outils pour accompagner aussi bien l'employeur que les collaborateurs dans cette mise en place du vélo. Et comme nos outils à chaque fois vont calculer l'impact carbone, lorsqu'on sélectionne un vélo, on a le moyen de comparer avec son usage actuel le fait d'utiliser le vélo, mais aussi des bilans carbone qui sont produits pour l'entreprise, cumulant en fait le bilan carbone de chaque personne. On y a ajouté un impact économique. Alors c'est d'actualité, mais on l'avait fait dès le mois de mai. C'est-à-dire qu'en même temps que l'économie carbone, on montre l'économie en euros par rapport à sa consommation d'essence ou de gazole historique.
qui est intégré dans nos outils directement dès le choix du vélo et ensuite sur le pilotage. Parce qu'une des premières motivations aujourd'hui dans les entreprises pour déployer ces nouveaux modes de mobilité, c'est l'impact économique pour la préservation du pouvoir d'achat de leurs collaborateurs. Je serai à disposition pour plein de questions s'il y a besoin autour de nos offres, mais on va basculer sur notre thématique du jour. Juste avant, oui, petite info, on a également intégré une nouvelle marque un peu iconique au sein de notre offre, c'est la marque VanMoof qui fait des smart bikes. Donc, on est un des seuls distributeurs en B2B à être capable d'équiper vos collaborateurs avec cette superbe marque. Qui est donc disponible dans le catalogue d'offres Asphalt depuis le mois de juin. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas et je vais basculer de présentation qui va se présenter et qui va nous parler des liens entre la marque employeur et la RSE. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique? Et après, je te laisse la scène, Thomas. C'est que au final, nous, nos interlocuteurs en entreprise sont souvent des porteurs de projets RSE, des porteurs également de projets marque employeur, et on remarque de plus en plus que ces deux thématiques sont intimement corrélées, liées. Enfin, on va en parler pendant une petite demi-heure. Et on voulait vous offrir la scène sur la découverte de tout ce champ d'action et ces interactions possibles entre ces deux thématiques qui comportent notamment les enjeux de mobilité. Je laisse la parole à Thomas et je vais basculer de présentation. Thomas, je te laisse. Merci beaucoup Jean-François, Camille. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour à toutes et à tous. J'ai quelques slides, mais avant, je voulais dire que moi, le premier effet que me procure le vélo, c'est la bonne humeur. Donc, quand j'arrive au bureau, je suis de bonne humeur. Et si tout le monde était de bonne humeur et optimiste, le monde irait peut-être un peu mieux et on n'organiserait pas de Jeux Olympiques en Arabie Saoudite. Voilà. J'ai spoilé un quiz que je fais un moment pendant cette présentation. Ouais, je suis vélo-taffeur et surtout parce que au-delà de la bonne humeur, ça me fait gagner du temps et on parlera un petit peu de vélo pendant cette présentation. Pour me présenter rapidement, ça fait 25 ans que je travaille dans la communication. J'ai créé il y a 13 ans l'agence Mieux, qui est la première agence de communication spécialisée sur les enjeux de développement durable. Donc, notre métier est d'accompagner les marques et les entreprises dans leur prise de parole en interne, en externe, sur le corporate ou sur le produit, sur les sujets de développement durable. On a la chance de travailler avec des clients assez variés sur à peu près tous les secteurs d'activité. Certains qui sont très vertueux, d'autres qui sont moins vertueux, mais qui font tout pour changer de modèle et réduire, par exemple, leur bilan carbone. Voilà, et par ailleurs, j'ai la chance d'intervenir assez souvent sur chez Bismart, sur des conférences, dans les médias, voilà, parce que j'ai un peu d'historique, et donc j'essaie de partager mon expérience aussi dans les écoles, et j'interviens parfois à HEC, Sciences Po, Dauphine, etc., membre de quelques associations, et je suis enfin trufficulteur dans le Périgord, dans mon Périgord natal, mais nous ne parlons pas de truffes ce matin. Le sujet de la marque employeur et de la RSE, ces deux sujets, ils sont intimement liés, évidemment, parce que aujourd'hui, il y a une véritable attente de la part des collaborateurs sur les sujets RSE. Ils veulent comprendre comment l'entreprise s'engage. Donc, forcément, ils vont poser des questions, ils vont mettre la pression. Il y a des gens aussi en externe qui vont poser des questions. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Pour revenir à des définitions, évidemment que vous connaissez la RSE. Ah oui, on commence par un petit quiz. Donc, petit quiz pour se mettre en forme. Vous pouvez répondre dans le chat. Depuis l'ère pré-industrielle, la température de la planète a augmenté de 0,5, 1,1, 1,4. Voilà, vous avez 5 secondes. Et évidemment, vous savez que l'objectif de l'accord de Paris, c'est 1,5, c'est 2 degrés selon les hypothèses, mais c'est essayer de rester à 1,5 degrés. Donc, depuis le début de l'ère pré-industrielle, voilà, des réponses. C'est effectivement 1,1, bravo. La première question a été assez facile. Pour rendre cette trajectoire de 1,5,
on se donne le droit, entre guillemets, d'émettre 750 gigatonnes de CO2 jusqu'en 2100. Et au rythme de 2020, 2020 qui était une année plutôt calme, hein, nous allons les atteindre en 7 ans, en 26 ans ou en 50 ans. Effectivement, en 7 ans, ça veut dire que si on fait 1,5 dans 7 ans, ou en tout cas on se met dans les conditions de faire 1,5, ça veut dire qu'on va faire beaucoup plus à l'arrivée, ça veut dire que la température va augmenter, comme l'ont dit certains assureurs, nous on ne sera pas capable d'assurer le monde à plus 4, ça va générer des dérèglements, et dans ces dérèglements, à votre avis, quelle est la phrase correcte? Les villes comme New York, Miami, Tokyo, Nîmes vont être englouties, vont être sous l'eau. Il y aura des hivers polaires en France, il y aura 500 millions de réfugiés climatiques en Europe, et ça sera la fin des vins de Bordeaux et de la vallée du Rhône. Vous avez quelques secondes, je vois que certains sont en train de répondre. Gaëtan dit 500 millions de réfugiés, effectivement, c'est vrai. En fait, toutes les réponses sont vraies. Malheureusement, il y a les réfugiés, il y a les hivers polaires en France, hein, parce que ce n'est pas un réchauffement, c'est pas que un réchauffement, c'est un dérèglement. Voilà, on sait qu'il commence à y avoir des questions sur les villes qui sont proches de la mer et comment on peut les assurer. On dit que la Camargue, si elle est sous l'eau, ça va poser un problème pour les villes qui sont là-bas. Voilà, et donc la dernière question, je l'ai un peu spoilé tout à l'heure, et c'est quand même hallucinant. Les Jeux d'hiver auront lieu évidemment en Arabie Saoudite, c'est logique, on va créer une montagne, mettre de la neige et tout. Voilà. Bon, après ces bonnes nouvelles, hein, on enchaîne. Je vais vous parler de RSE et si ça marche toujours, de définition. Donc les définitions classiques, vous les connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Moi, je voulais vous donner une autre définition qui est ma façon de voir les choses, qui est que responsabilité, ça vient du latin respondere, donc répondre. Et j'aime bien définir la RSE comme la capacité à répondre à toutes les questions, répondre à toutes les pressions internes et externes. Ah, et une bonne RSE, c'est une RSE où on sait apporter des éléments de réponse aux collaborateurs, aux clients, aux distributeurs, aux élus, aux territoires et même aux questions qui nous sont posées par le GIEC d'une certaine façon. Et si la nature, la biodiversité, ça pouvait parler, elle nous poserait des questions et ça serait bien d'être en capacité de répondre. Voilà. Donc cette définition, moi je l'aime bien parce qu'elle voit bien le lien aussi, la nécessité de communiquer, c'est-à-dire je communique vers l'extérieur, enfin j'émets des éléments de communication pour expliquer ce que je fais et pour répondre aux questions qui me sont posées. Et je considère souvent que l'acte de naissance de la RSE, c'est pas 72 la création, enfin vous savez, le 5 juin 72, il y a eu la première COP d'une certaine façon, enfin la première conférence des Nations Unies à Oslo, avec le rapport Meadows la même année. On pourrait dire que c'est là le début du développement durable. On pourrait dire que c'est aussi au moment de la création de Greenpeace ou de WWF qui avait eu lieu en 69 et 72. On pourrait dire que c'est à d'autres années 2000 où ça a commencé à accélérer, 95 Chirac à Rio, etc. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est en mars 2010, parce que, et notamment dans sa définition aujourd'hui de développement durable, où on parle quand même beaucoup de la responsabilité des entreprises et des organisations publiques éventuellement, mais notamment des entreprises, c'est que en mars 2010, il y a Greenpeace qui a fait une pub qui s'appelait Kill Cat, avec un logo killer qui avait été montré et qui parlait du problème de déforestation qui est provoqué par la nécessité des produits Nestlé d'avoir de l'huile de palme. Et donc, ils avaient organisé des manifestations, ils avaient sorti le logo sur lequel ils avaient mis des mains. Donc, une campagne de Nestlé, de Greenpeace assez classique. Et Nestlé s'est énervé en disant « Vous n'avez pas le droit de toucher à mon logo, c'est un copyright et tout, vous n'avez pas le droit de mettre des mains ensanglantées, vous n'avez pas le droit de faire un film. » Voilà, je vais essayer de... Ah, est-ce que, Jean-François, toi, tu peux cliquer sur le film et nous envoyer sur YouTube? Moi, j'ai pas la possibilité de cliquer. Je vais faire autrement. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Ce qu'il y a d'intéressant,
c'est non, j'aurais dû prévenir. Ce qui est intéressant, c'est que Nestlé réagit à cette communication de Greenpeace. Évidemment, ça met le feu aux poudres et la vidéo fait 50 millions de vues en 48 heures. Et pour la première fois de l'histoire de Nestlé, le cours de l'action chute. C'est-à-dire qu'une action externe d'une ONG a une conséquence sur la valorisation d'une entreprise, sur sa réputation, évidemment. On dit souvent que la réputation, c'est 70% de la valeur d'une entreprise. Voilà. Et c'est un premier acte où on s'aperçoit que la montée en puissance des réseaux sociaux, création de Facebook de mémoire, ça doit être 2007, on s'aperçoit que la montée en puissance des réseaux sociaux, la capacité des ONG, des citoyens à prendre la parole et à mettre la pression sur les entreprises a une conséquence directe sur la valeur d'une entreprise. Et chez Nestlé, on n'aime pas trop qu'on touche à la valeur de l'entreprise et au cours de l'action. Voilà. Je ne sais pas si ça... Je vous partage le lien de la vidéo, vous pourrez le regarder. Tu l'as partagé dans le chat, ok. Donc pour moi, c'est vraiment ça la naissance du développement durable, c'est on voit que y a des interactions très fortes et donc il y a une nécessité de la part des entreprises d'expliquer ce qu'elles font et évidemment en premier lieu à leurs collaborateurs. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une montée en puissance des attentes des collaborateurs, mais aussi des consommateurs, avec une demande de transparence de plus en plus forte. 74% des Français aimeraient avoir plus d'informations sur l'impact environnemental et sociétal des produits qu'ils achètent. Il y a d'ailleurs une étude qui est présentée ce matin en parallèle par Greenflex chaque année sur la consommation responsable. Il y aura des replays aussi, elle est représentée dans quelques jours et tout. C'est l'étude assez importante qu'on a à chaque fois sur la conso responsable. Et on voit que les chiffres montent de plus en plus sur les attentes des Français, sur la transparence, sur la nécessité des entreprises et des entreprises qui ont de plus en plus de mal à se justifier, à expliquer et qui sont considérées comme de moins en moins crédibles, même si elles restent plus crédibles que les hommes politiques, que les médias parfois, mais pas toujours. Enfin, les médias sont un peu en train de se réinventer là depuis quelques semaines, heureusement. Donc, on voit bien qu'il y a une attente de transparence très forte. Cette attente de transparence, elle est possible notamment grâce à des Yuka, Rift, Clear Fashion que vous connaissez. Alors, Yuka, je suppose que tout le monde connaît, puisqu'il y a eu à peu près 15 millions de téléchargements et on voit dans les rayons aujourd'hui des gens de toute génération et de tous milieux sociaux scanner les produits. Rift, c'est pour scanner votre portefeuille de placement financier. Clear Fashion, c'est évidemment sur la mode, ça vous le saviez. Et il y a une petite nouvelle appli qui est sortie il n'y a pas très longtemps que j'ai croisée qui s'appelle Nota Climat, qui est plus sur les sujets carbone et comment les entreprises gèrent leur stratégie carbone. Et donc, par exemple, vous avez les produits agroalimentaires, vous avez même les opérateurs télécoms et vous pouvez voir ce que fait Orange, SFR et Bouygues Télécom. Voilà, et Bouygues Télécom, vous apercevrez qu'ils ont une courbe de décarbonation qui va un peu plus vite que les autres. Et donc, vous pouvez dire, j'aime bien cette marque et je boycotte cette marque. Voilà. De la même façon, il y a évidemment les labels qui permettent de donner de la crédibilité à une démarche, parce qu'il va y avoir un organisme tiers indépendant qui va regarder la stratégie RSE de l'entreprise. Donc, il y a les labels, et le plus connu, c'est Agriculture Bio, évidemment. Il y a tous les organismes type Ecovadis, AFNOR qui vont faire des certifications, des labellisations. Il y a Bicorp qui est très, très connu. Et moi, je trouve que Positive Workplace est un label un peu plus exigeant puisqu'il interroge 100% des clients, fournisseurs et collaborateurs sur la stratégie RSE de l'entreprise. Voilà, ce n'est pas juste un questionnaire de 250 questions où vous mettez je fais ça bien et vous apportez des justificatifs, évidemment. Mais là, avec Positive Workplace, on va aussi vous poser des questions à tous les 3 parties prenantes essentielles pour savoir quelle est la réalité de la démarche RSE. Et je rajouterais, Thomas, qu'il y a aussi des applications maintenant où tu peux toi-même, c'est-à-dire en fonction de ce que tu consommes, regarder ton impact carbone. Donc, ça va avec ce que tu viens de dire, hein, les aliments, mais ça peut être aussi sur ce que tu fais au quotidien, ce que tu achètes et quel impact tu peux avoir derrière. Ouais. Alors, il y a plein d'initiatives. Alors, évidemment, il y a la possibilité aussi maintenant assez facilement de calculer son bilan carbone. Et tout à l'heure, Jean-François parlait de bilan carbone des différents moyens de transport. Il y a évidemment l'appli des éco-gestes de l'ADEME. Enfin, vous allez sur le site de l'ADEME.
Voilà, vous pouvez mesurer votre bilan carbone et essayer de vous rapprocher des 2 tonnes. C'est très, très difficile, évidemment. Et après, il y a aussi une grande confusion dans la tête des consommateurs sur les labels, les certifications et tout. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui disait que les labels les plus connus par les Français, c'est 1, AB, agriculture bio. Deuxième, c'est le logo de WWF, le panda, qui n'est pas du tout un label, hein, mais voilà. Le troisième, c'est le logo de Tetra Pak, qui est un logo que vous connaissez tous et que vous avez vu des milliers de fois sur la brique de lait ou la brique de jus d'orange. Voilà, le logo de l'ADEME fait partie des logos aussi qui sont considérés par les Français comme des labels de sujets développement durable. Donc voilà, c'est un fourre-tout et c'est pas facile de mettre de l'ordre. En tout cas, cette quête de transparence, elle est vraie de la part de tout le monde, et notamment de la part des collaborateurs qui sont dans l'entreprise et qui veulent surtout pas voir leur entreprise raconter des conneries à l'extérieur et raconter une belle histoire à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, il y a encore des problèmes. Et quand on regarde les différentes études sur RSE et collaborateurs, on s'aperçoit que 87% des personnes interrogées accordent de l'importance au sens au travail, 56% considèrent que le sens au travail s'est dégradé, 54% considèrent que le sens a guidé leur orientation professionnelle, 26% considèrent que ce sens est lié aux valeurs de l'organisation, 63%, et ça c'est hyper important, c'est une question qu'on voit souvent, enfin c'est un vrai sujet, je pense, dans la gestion des informations de développement durable et de l'acculturation RSE. 63% considèrent que le sens au travail doit être donné par le manager. Et il y a des vraies attentes sur les sujets de développement durable. 55% des collaborateurs disent que l'engagement social ou environnemental d'une entreprise est un critère plus important que le salaire. Et ce chiffre-là est encore plus important sur les jeunes générations. Il monte à 70%. Ce que j'allais dire, c'est que l'étude date de 2017. À mon avis, tu l'as refait. Je pense que ça a augmenté. Ouais. Et en même temps, il y a une attente très forte avec l'ensemble des parties prenantes. Mais le chiffre en bas à droite, là, de 90% des salariés sont plus fiers de leur entreprise lorsqu'ils peuvent profiter d'initiatives de la part de leur entreprise pour s'engager. Et on sait que les salariés veulent s'impliquer, ces chiffres dessus, ils aimeraient être plus engagés. Et on sait que quand ils le sont, ils sont 13% plus efficaces et 24% moins absents. Donc, on voit bien que si on met plus de RSE dans l'entreprise et qu'on communique sur la RSE dans l'entreprise auprès des collaborateurs, ben, ça va créer du lien, ça va fédérer les équipes, ça va donner des objectifs communs. Si en tant que collaborateur, ce qu'on me demande, c'est juste de participer à la rentabilité, au profit, à la taille du dividende que l'entreprise va verser à l'actionnaire, effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant du tout, et c'est pour ça qu'il y a ces principes de grande démission et qu'il y a des attentes très très fortes de la part de toutes les générations et certainement encore plus des jeunes générations. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'il faut parler à ces collaborateurs de RSE, et d'ailleurs, nous, on travaille souvent avec des directions de la communication interne, avec des directions des ressources humaines, avec des profils qui ne sont pas juste des purs communicants, mais qui sont souvent des gens qui ont un lien avec les collaborateurs. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une attente forte des collaborateurs. Ça veut dire que le DRH, le lundi matin au COMEX, il dit « Moi, je veux qu'on fasse plus de RSE. Mes salariés veulent s'engager dans la stratégie RSE. Ils sont prêts à participer à la mise en place de la feuille de route, décarbonation par exemple. Ils sont prêts à s'investir dans du mécénat de compétences. » Voilà, donc le CODIR du lundi, la direction des ressources humaines va exiger de la part de l'entreprise plus de RSE. Et c'était déjà le cas aussi de la part de la direction de la communication, marketing, de la direction RSE évidemment. Et la bonne nouvelle depuis, on va dire, 2-3 ans, c'est qu'aujourd'hui, la direction financière a compris que la RSE était essentielle à la stratégie, qu'elle était centrale, parce qu'elle permettait aussi pour la direction financière de remonter des indicateurs ESG extra-financiers très positifs et attendus de la part des actionnaires. Donc, ça veut dire que si la communication, le marketing, le commerce, la DRH et la direction financière, si tout le monde est d'accord au CODIR, ça veut dire que l'entreprise, elle bascule, et c'est ce qui se passe dans pas mal d'entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire
enfin, parce que le directeur financier s'est un peu détendu du chéquier, l'entreprise bascule, s'engage dans des programmes et voit bien le ROI de la RSE, puisque le directeur financier, il raisonne comme ça. Voilà, est-ce que si je mets des téléphones reconditionnés à disposition des salariés, est-ce que ça fonctionne aussi bien? Ça me coûte moins cher. Il y a des salariés qui sont d'accord pour avoir des téléphones reconditionnés ou du mobilier reconditionné. Et évidemment des vélos. On voit bien qu'il y a un ROI positif à tout ça, en termes de marque employeur, en termes de finances pures et simples, et de réputation et d'image de l'entreprise. Voilà. Et on en profite pour glisser une petite question, Thomas. On a Gaëtan qui nous interpelle en disant il y a 90% qui veulent profiter d'initiatives, mais 15% sont impliqués. Qu'est-ce qui peut expliquer ce gap? C'est qu'aujourd'hui, les directions des ressources humaines n'ont pas mis en place de programme pour donner la possibilité aux salariés de s'impliquer. Aujourd'hui, il y a des attentes fortes. Il y a certaines entreprises, mais elles sont très peu nombreuses, qui permettent de s'impliquer dans la RSE, qui permettent de participer, par exemple, à des hackathons qui vont être organisés sur 2 jours au service de la RSE, qui permettent de s'impliquer dans la stratégie RSE. L'autre jour, j'étais avec la directrice RSE de La Redoute, entreprise que, chers amis du Nord, vous connaissez bien, et je lui dis, il y a combien de personnes dans ton équipe? Elle me dit, 1800, pourquoi? Et au sein de La Redoute, les 1800 collaborateurs ont le droit de lever la main et de dire, moi, je veux m'impliquer sur un projet RSE, je veux donner 1 heure par semaine de mon temps à un programme RSE qui est en train de se monter. Voilà, tout le monde a le droit mais c'est extrêmement rare. Voilà, et la culture RSE, elle est encore trop faible dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup il y a plein d'entreprises qui nous demandent de communiquer et on voit bien que le niveau est faible et donc on fait surtout de la communication interne. Et donc dans ce cas-là précis, on va faire de la communication interne parce que il n'y a pas un niveau de maturité suffisant pour pouvoir communiquer en externe. Voilà. Donc aujourd'hui, le décalage, il est énorme. Les organisations ne sont pas mises en place. L'organisation traditionnelle, très hiérarchique, on a droit à quelques formations, mais ça s'arrête assez rapidement. Ce qu'on constate depuis quand même 1 an ou 2, par exemple, c'est la généralisation de la fresque du climat, où il y a de plus en plus d'entreprises qui vont mettre en place des fresques. Il y a des entreprises comme Gessina, où 100% des salariés ont fait la fresque il y a 3 ans. Dans le sens où, déjà il y a 3 ans, ça avait été mis en place. Il y a des très grandes entreprises, type le groupe La Poste, EDF, qui mettent en place des plans de formation sur la fresque. Alors, c'est 3 heures, c'est un jeu, c'est pas parfait, mais ça permet d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, le groupe La Poste, on leur a rajouté des cartes un peu jaune et bleu pour parler de mobilité, parce que la Poste, c'est la première flotte électrique au monde, hein. Et ils expliquent comment, au-delà des 42 cartes qu'il y a dans le jeu, quelles sont les cartes qu'ils peuvent rajouter pour dire nous, on répond à ce point-là de surconsommation énergétique des bâtiments. On a mis en place des programmes qui permettent de lutter contre ce problème-là. Voilà. Et donc, l'entreprise est obligée de se transformer, elle est obligée d'éco-socio-innover. On voit bien que l'éco-socio-innovation est une nouvelle façon d'innover et ça crée de la préférence, ça motive les équipes, ça peut être plus rentable, c'est une attente très forte des clients. Et quand je dis clients, c'est pas juste des consommateurs finaux. On voit bien, par exemple, dans le monde de l'automobile, que les équipementiers automobiles ont une pression terrible de la part des constructeurs pour décarboner les produits qu'ils vont leur vendre. Voilà, avec EcoVadis qui est de plus en plus important, etc. Avec une attente de plus de sobriété, évidemment sur le sujet énergétique, mais aussi de matière, plus d'éco-conception, plus de durabilité, de réparabilité, d'usage. Et il y a plein d'initiatives qui sont prises. Par exemple, les corners seconde main qu'il y a dans les magasins maintenant. Chez Decathlon, il y a plein de corners seconde main qui sont sortis dans les magasins, qui ont été lancés à l'initiative des directeurs de magasins et de certains chefs de rayon. Parce que chez Decathlon, si vous connaissez un peu la culture, c'est un peu entreprise responsabilisante, entreprise libérée. En tout cas, beaucoup d'équipiers ont le droit de prendre des initiatives
Et donc, du coup, on a vu éclore comme ça un certain nombre de rayons sur la seconde main qui permettent de prolonger la durée de vie. Decathlon vous rachète certains produits usagés que vous aviez. Voilà, il y a eu le Trocathlon pendant très longtemps. Il y a aussi le sujet de la réparabilité, qui est un sujet, moi je dis souvent à Decathlon, dans 2-3 ans, vous aurez des couturières tous les week-ends qui seront là pour réparer les blousons, les zips des blousons, les chaussures, etc. Il y aura des cordonniers peut-être aussi. Enfin, voilà, les modèles économiques vont changer. On va être de plus en plus vers de l'usage et non plus de la propriété. Et c'est pour ça aussi que le modèle de la location est un modèle qui arrive dans plus en plus de secteurs. Je peux reparler de Decathlon aussi, où vous pouvez louer une raquette de tennis, et voilà. Et c'est pour ça que les entreprises louent des flottes de vélos, par exemple. Mais on voit bien, et tout ça est possible grâce aux collaborateurs et aux parties prenantes externes aussi. Sur les parties prenantes externes, pour citer quelques exemples, il y a évidemment C'est qui le patron que vous connaissez. Il y a Yes qui vous permet de revendre votre téléphone d'occasion. Vous connaissez Back Market sur le téléphone reconditionné, mais Yes, c'est vraiment une plateforme où on peut échanger entre deux particuliers des téléphones d'occasion, et ça repasse par les ateliers, c'est vérifié avant d'être vendu. Il y a eu ensuite des clients qui mettent la pression, et par exemple, il y a une banque en Australie, il y a quelques jours, qui a décidé d'arrêter de faire des prêts pour l'achat de véhicules thermiques. Donc, ils ont arrêté cette ligne de produits. On ne peut pas aller chez Bank Australia et demander à acheter un véhicule thermique. Enfin, demander un prêt pour ça, c'est plus possible. Donc, voilà, il y a des initiatives assez variées sur l'externe, mais on va s'apercevoir aussi que sur l'interne, les salariés prennent beaucoup d'initiatives. Il y a des événements comme la semaine du développement durable qui sont mis en place par certains salariés dans des entreprises. Il y a des World Cleanup Day qui se mettent en place à l'initiative de salariés. Et vous avez sûrement vu ça, parce que c'était il y a 2-3 semaines. Il y a pas mal d'entreprises qui ont posté, notamment sur LinkedIn, des photos où on voyait les salariés qui avaient nettoyé un peu leur quartier. Par exemple, il y a une initiative qui a été prise par des salariés, des informaticiens de la Société Générale sur le numérique responsable, où ils ont décidé de se former entre eux sur le numérique responsable, de former les autres informaticiens. Et ensuite, ils se sont dit, tiens, on va faire un MOOC pour que tout le monde au sein de la Société Générale puisse connaître un peu mieux le sujet du numérique responsable. Et tiens, d'ailleurs, ça peut intéresser nos clients. Et on va mettre à disposition ce MOOC sur le Green IT. Mais c'est l'initiative de salariés qui sont en attente très, très forte. Chez AXA, il y a une équipe qui s'est montée qui s'appelle AXA Climate Squad, qui, au sein de l'entreprise, a demandé de mettre en place un peu plus de poubelles pour trier. Ils ont mis en place des fresques du climat. Voilà, ce sont des initiatives de salariés qui se mettent en place pour faire bouger leur entreprise avec une attente de formation, ce qui a donné lieu chez AXA en particulier à la AXA Climate School, qui est une sorte d'intrapreneuriat où on peut se former avec des MOOC, avec un super animateur, etc. Et tout ça, c'est aussi possible grâce à la pression des jeunes diplômés. Et évidemment, j'espère que vous suivez pour un réveil écologique qui a demandé à beaucoup de grandes entreprises de rendre des comptes sur leur capacité à se transformer. Voilà. Nous, on met en place parfois des programmes pour montrer que les salariés se bougent, parce que vous connaissez, il y a pas mal d'études qui sont sorties et qui démontrent qu'à partir du moment que 10% des salariés sont en train de changer de comportement, l'ensemble des autres salariés vont suivre cette voie-là. Donc, ça veut dire que le rôle de la communication interne, c'est de montrer, d'une certaine façon, ces changemakers. Voilà. Et les salariés sont en attente très forte. Et alors, il y a évidemment le sujet de la mobilité qui est très important pour eux. Moi, je me rappelle avoir enregistré un MOOC chez Nexity, des interviews un jour de grève. Et en fait, évidemment, tous les cyclistes étaient très contents d'être là et ils étaient très fiers d'être vélo-taffeurs. En plus, aujourd'hui, dans Paris, mais dans plus en plus de grandes villes, il est très facile de se déplacer. Je rappelle que
une voiture à Paris fait du 16 km/h et un vélo fait plutôt du 22-23 de moyenne. Donc, on gagne du temps toujours en vélo, et à Paris particulièrement. Ensuite, je vous parlais de Hackathon. Il y a la CAMIF qui est une entreprise très engagée qui fait partie, Emery Jacquia, le président de la CAMIF, préside la communauté des entreprises à mission. Il avait refusé il y a 2-3 ans le Black Friday et tout le monde avait regardé un peu différemment la CAMIF, mais il y a un gros travail de profondeur qui est fait en s'appuyant sur les collaborateurs qui s'appelle le CAMIFathon et qui permet à la CAMIF de co-construire sa stratégie d'entreprise, sa stratégie produit, quels sont les produits qu'on vend. Donc, il n'y a plus de produits hors Europe, fabriqués hors Europe, qui sont vendus sur le site de la CAMIF, avec, je crois, 70% des produits qui sont fabriqués en Europe et 30% en France. Enfin, 30 en France et 70 Europe hors France. Et voilà, avec... Donc, tout ça, ça participe à la transformation de l'entreprise. Il y a une très forte attente. Voilà, et sur les sujets de bilan carbone aussi, on sait bien que les sujets carbone, c'est pas le directeur RSE qui va réduire le bilan carbone, ce sont l'ensemble des collaborateurs et évidemment l'ensemble des clients qui vont participer à la réduction du bilan carbone. La nature fait une communication assez bonne là-dessus. Voilà, et pour terminer, il y a aussi le sujet du comment on fait pour embarquer tout ce monde-là. Et nous, on a inventé une méthode qui a un nom assez facile à retenir, qui s'appelle « Ça va le faire ». Et on considère qu'il y a 8 étapes pour participer à la transformation de l'entreprise. C'est 1, la sensibilisation. Il faut que tout le monde ait une culture du dérèglement climatique, une culture du développement durable. Et qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise de mon secteur? Donc, un sujet de sensibilisation. Regardez, c'est quoi le problème? De l'acculturation. Quelles sont les solutions, comment on peut faire et tout. Troisièmement, la visibilité des acteurs du changement. C'est un peu ce que je vous montrais avec les initiateurs positifs, qui est une saga de films qu'on a fait chez un de nos clients. Ensuite, on monte des ateliers d'intelligence collective, type CAMIFathon. Ensuite, on va lister les projets qui vont sortir de ces ateliers. On va trouver des financements. Et il y a plein de façons de faire. Il y a de plus en plus d'entreprises qui créent des fonds internes de financement sur l'éco-innovation. Ensuite, on va la mettre sur le marché, on va la poker, comme on dit, on va l'expérimenter, on va regarder sa rentabilité et ça crée des nouveaux produits, ça permet à l'entreprise de sortir des innovations qui vont être créées par les salariés. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui la nécessité pour s'engager dans un modèle durable, dans un nouveau modèle d'affaires, de faire participer les collaborateurs. Je fais souvent une conférence qui s'appelle « Comment les salariés vont sauver le monde », où je parle notamment avec pas mal d'exemples de ces 8 étapes du changement. Voilà, pour terminer et conclure, c'est aujourd'hui, s'engager dans une démarche RSE, ça a des gros bénéfices sur la marque employeur. Il y a l'exemple, par exemple, de Worldline, qui est une entreprise qui a une stratégie RSE très ambitieuse, très mesurée, très chiffrée, et qui donc est dans les entreprises les mieux notées sur les sujets RSE. Et en même temps, elle est dans les mieux notées dans les Great Place to Work. Voilà, ça veut bien dire que plus on fait de RSE, plus on implique les collaborateurs dans la RSE. Et évidemment, dans le RSE, il y a tout le pilier social où on va participer à plus d'inclusion, à plus de parité, plus de femmes dans l'entreprise à des postes de responsabilité, mais plus l'entreprise va proposer de la qualité de vie. Donc, on voit ce lien évident entre RSE, QVT, qualité, force de la marque employeur. Voilà. Et de la même façon que la RSE participe à des bénéfices sur la marque consommateur, la marque auprès des citoyens et la marque actionnaire. Je ne sais pas si ça existe vraiment ou si on peut le formuler comme ça, mais en tout cas sur la valorisation de l'entreprise. Voilà. Ce qu'il y a de bien important à comprendre, c'est que la RSE, de par son approche systémique, holistique, apporte des bénéfices à l'ensemble des parties prenantes, aux collaborateurs qui sont plus fiers de travailler pour leur entreprise. Ils recommandent aussi souvent et ils parrainent souvent des collaborateurs en disant « Viens,
dans l'entreprise. C'est beaucoup plus facile quand il y a une bonne stratégisation à l'intérieur. Et il y a aussi des études qui ont démontré que plus les salariés sont engagés dans la stratégie RSE, plus ils sont ambassadeurs et, entre guillemets, recruteurs pour l'entreprise. Voilà ce que je vais vous partager ce matin, ces premières réflexions. Je suis prêt pour les questions et j'en vois une tout de suite. Alors, nous, il s'avère qu'on travaille avec AXA et pas sur les sujets que j'évoquais, mais j'ai vu ces phénomènes se passer. Après, je ne suis pas du tout porte-parole d'AXA, donc je ne répondrai pas aux questions. Évidemment, en tant que moi, citoyen et communicant, je vois bien qu'il y a la qualité la plus importante qu'on attend d'une entreprise, c'est sa cohérence. Et dans quelle mesure, ce qu'elle fait à l'intérieur et en extérieur, tout ceci est cohérent. Voilà. Après, donc ça veut dire qu'on ne peut pas, et c'est ce que je disais au tout début, on ne peut pas raconter à l'extérieur des belles histoires alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Donc, il faut être aligné et c'est comme dans vos relations humaines. Hein. Si vos amis sont vos amis, c'est parce qu'ils sont cohérents et parce que vous les aimez pour toutes leurs qualités et ce qu'ils racontent et les faits. Et voilà. Donc, pour une entreprise, c'est pareil. Je crois que la cohérence, c'est la première qualité attendue d'une entreprise. C'est un enjeu hyper important aujourd'hui. Et il ne peut pas y avoir de déconnexion entre ce que je fais, ce que je raconte. Donc, il faut être cohérent. Voilà. Ouais. Et je dirais peut-être même, si tu es d'accord avec moi, c'est encore plus fort pour ces aspects de marque employeur que pour de la com externe consommateur. C'est-à-dire que le greenwashing ou le RSE washing peut parfois encore fonctionner, mais quand on sait et quand on est à l'intérieur, on voit tout. On voit tout. Donc, cette cohérence saute aux yeux ou pas de ce fait. Et c'est vrai que le reality check est beaucoup plus violent sur cet alignement. Après, les entreprises doivent être dans des démarches itératives et c'est un peu parfois on va dire un piège positif que de mettre le doigt dans la démarche et de se retrouver face à la nécessité de cohérence. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des dispositifs pour écouter les lanceurs d'alerte. Et je ne connais pas la législation sur le sujet, mais je vois qu'au C3D, il y a pas mal de gens qui réfléchissent aujourd'hui à comment je mets en place ce dispositif d'écoute des lanceurs d'alerte. Voilà. Est-ce qu'on connaît des collectivités territoriales bien impliquées dans les démarches de RSE? Alors, il y a une association qui avait été montée il y a une quinzaine d'années, c'est à peu près moi l'époque où j'ai commencé à bosser sur les sujets de développement durable, qui s'appelait l'Association des écomères, et qui rassemblait, l'association, elle était partie un peu de Saint-Étienne, je crois, de mémoire. Mais aujourd'hui, toutes les collectivités s'intéressent au sujet RSE. Il y a des critères de plus en plus importants sur les appels d'offres. Après, c'est pas suffisant du tout. Il y a un gros retard. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que je parlais des journalistes tout à l'heure. Il y a beaucoup de journalistes qui vont être formés au développement durable. Il y a aussi le gouvernement qui a reçu cette petite formation, une demi-heure, je crois, ou un truc comme ça, la responsable du GIEC française, enfin la responsable du GIEC qui est française. Mais il y a les députés qui vont être formés, les membres du gouvernement, il y a les hauts fonctionnaires. Moi, je reçois dans un mois, pendant une journée, 4 hauts fonctionnaires qui font les rencontres économiques, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a tout un programme de formation qui est mis en place et moi j'ai discuté avec Léa Falco, que vous connaissez peut-être, qui est une des porte-paroles pour un veille écologique et qui vient de terminer ses études et qui fait partie des personnes qui vont former les hauts fonctionnaires. Donc tout le monde est en train de se former. Aujourd'hui, on sait que l'État est très en retard. Que quand vous calculez votre bilan carbone, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais à la fin, sur celui du bilan carbone de l'ADEME, on vous dit bon, bravo, tout ça c'était pour vous, donc vous êtes à 2,5 tonnes ou 3 tonnes. Pardon, alors moi, il s'avère que je suis à 3,3, donc c'est très très faible, mais c'est parce que je fais peut-être beaucoup de sacrifices et parce que je fais du. Ouais, parce qu'en moyenne, on est plutôt en général entre 6 à 10, 11, ouais, les chiffres, c'est certains disent 10, moi j'ai souvent lu 11,6, sachant qu'il faut être à 2.
Voilà. Mais globalement, quand tu as fini ton bilan carbone, on te dit, tiens, ben voilà, ça c'est la couche pouvoir public. Donc il y a une vraie nécessité d'engager tous les services publics, toutes les fonctions territoriales dans une transformation. Voilà, parce que c'est à eux de montrer l'exemple. Si certains présidents de région disent, moi j'achète 80% de mes achats responsables de mes achats sont faits dans ma région. Mais heureusement, et malheureusement, je crois que c'est pas 80% pour toutes les régions. Donc il y a une véritable attente. Voilà. Et sur les autres questions. Alors, on a une question sur une comparaison. On compare souvent la transformation RSE à la transformation qui a été nécessaire pour l'intégrer le digital dans les entreprises. Est-ce que cette comparaison est juste ou est-ce qu'en fait la RSE implique un traitement différent ou d'une autre dimension? Alors oui, le digital, c'est entre guillemets de la technique, c'est un tuyau, c'est de la technologie, mais je crois que c'est éminemment culturel et il y a eu une transformation culturelle avec la transformation digitale qui fait qu'aujourd'hui, on ne voyage plus de la même façon, on ne communique plus de la même façon. Si ça n'existait pas, on ne serait pas en train de se parler tous ensemble ce matin. Voilà, le digital a transformé nos vies et il faut que les démarches de développement durable transforment l'économie, évidemment dans le bon sens, mais c'est éminemment culturel. Et on voit bien que cette courbe du changement qu'il peut y avoir dans pas mal de situations, hein, ça peut être des situations perso, psychiques compliquées, etc., où au moment ce qu'on appelle la courbe du deuil, il y a une sorte de tristesse, abandon, colère, etc. Et après, il y a une remontée. Mais il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont fait la fresque du climat, dépriment. Et c'est pour ça qu'à la fin de la fresque, et cette première phase d'1h30 qui permet de poser les 42 cartes, ensuite, il est nécessaire que l'animateur soit quelqu'un de motivé, qui connaît des solutions, qui va remettre un peu d'enthousiasme. Il y a une conférence qui s'appelle Electrochoc, qui est faite par des anciens de la FNH, de la Fondation Nicolas Hulot ou de la Fondation pour la Nature et pour l'Homme. Cette conf Electrochoc, il y a des gens qui sortent de la conférence qui vont vomir dans le couloir quand même. Et on voit qu'il y a un problème d'éco-anxiété. Quand je discute avec ma fille de 14 ans, elle me dit moi, j'aurai pas d'enfant plus tard, hein, c'est sûr. Hein, voilà. Donc, il y a ce gros problème d'anxiété, d'éco-anxiété. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument aller chercher des solutions et se dire, il y a des solutions. Évidemment, les premières solutions, c'est tous les sujets de sobriété. Voilà, il faut qu'on fasse moins de déchets, moins de goodies, moins de bagnoles, moins d'hydrocarbures, moins de carbone. Et qu'on invente un nouveau mode de vie qui soit basé sur d'autres éléments j'allais dire 300, mais justement de bonheur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réinvente le PIB. Le Bhoutan l'a fait en 72, donc on sait bien que le niveau de santé, les liens intergénérationnels sont des indicateurs beaucoup plus intéressants que le revenu moyen. Et ça a été démontré que, par exemple, au Costa Rica, le niveau de bonheur et de satisfaction, de qualité de vie, etc., est plus élevé qu'aux États-Unis, alors qu'ils ont 5 fois moins de PIB ou 10 fois moins de PIB. Donc, voilà, il faut qu'on réinvente. Et c'est pour ça que les communicants ont un rôle à jouer. C'est pour ça que le monde de la culture, des artistes ont un rôle à jouer qui ne joue pas du tout. Aujourd'hui, la culture est vraiment très à la bourre. Évidemment que les médias ont un rôle immense à jouer. Et j'ose espérer que ça va switcher, mais les médias aujourd'hui, depuis 10 ans, enfin moi, je me rappelle, il y a 10-15 ans, je disais déjà, il faut qu'il y ait 1 minute développement durable après tous les JT, quoi. Voilà, les médias sont très fortement coupables de non-action depuis 10-15 ans, voilà. Et les entreprises, c'est mécanique, il n'y a pas de morale dans une entreprise. Donc, il faut qu'elle invente des nouveaux produits qui soient rentables, sinon elle ne le fera pas. Voilà. Il y a une dernière réflexion de Louis qui met en exergue le paradoxe entre le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont une image qui est devenue déplorable et leur greenwashing qui ne dupe plus vraiment personne, mais qui font des bénéfices très importants. Ouais, mais j'espère que vous avez tous vu
le calendrier de l'avant du greenwashing qu'il avait fait pour un réveil écologique l'an dernier. Et a priori, il nous en prépare un nouveau qui va être pas mal encore cette année. Toujours pas de campagne de l'agence mieux, heureusement, ça tombe bien. Ouais, mais c'est parce que le greenwashing est encore peut-être trop un sujet qui concerne et qui intéresse les gens de la communication, les gens qui s'intéressent un peu au développement durable. Et aujourd'hui, enfin, on voit des gens sortir du McDo qui disent « Putain, c'était dégueulasse cette semaine encore. Hein. Si on va y retourner la semaine prochaine, on y était à chaque fois qu'on y va, c'est dégueulasse. Oh, j'ai trop bouffé. » Ah, mais ouais, mais ça, on a tous des comportements paradoxaux. Hein. Et donc, tout le monde crache sur McDo. Et tout le monde va chez McDo. Hein. Combien de Français ne vont pas chez McDo? Et combien de Français, voilà. Et McDo délivre un service qui correspond à une pulsion, à une attente. Et voilà. Mais donc, je ne sais pas si Louis, vous allez chez McDo ou pas, mais on a tous nos paradoxes. Et donc, on consomme des produits d'entreprises qu'on critique. Voilà. Tout le monde critique Total Énergie. Et pourtant, Total Energy est une marque qui est très appréciée et préférée par rapport à tous les autres. Et tout le monde s'arrête sur l'autoroute l'été chez Total parce qu'on sait que les chiottes sont propres, parce qu'on sait qu'il y a des bons becs et on sait qu'on aura une serviette ou un petit cadeau si on fait un plein de plus de 30 litres, etc. Parce qu'on a besoin d'énergie pour faire avancer notre véhicule. Voilà, donc il n'y a pas de lien direct, mais c'est de la faute de tous les citoyens. Je ne crois pas que ce soit de la faute des consommateurs, des entreprises. Et ces entreprises-là qui font des super profits, moi j'ai l'impression que de plus en plus, notamment les entreprises françaises, qui sont beaucoup mieux notées que les autres entreprises dans le monde, sur les sujets RSE, font des efforts aujourd'hui. Hein, il y a un classement qui est sorti chez Ecovadis il n'y a pas très longtemps qui classait les entreprises, enfin les démarches RSE par pays. La France était 3e derrière, de mémoire, la Finlande et la Suède. L'Allemagne était 14e et les US 25e. Voilà. Donc, alors, Louis qui continue à poser des excellentes questions sur la RSE plus contraignante. Il est 55, on a encore 2-3 minutes. Mais oui, évidemment, il faut qu'il y ait une RSE plus contraignante et il faut que la finance et l'ESG soient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus exigeants. C'est ce qu'essaie de faire Faber maintenant. Voilà, il faut qu'il y ait plus de contraintes réglementaires. On voit que les politiques n'ont aucun courage et que, évidemment, aucun politique ne sera élu en proposant aux Français de diviser leur bilan carbone par 5 ou 6. Donc, il faut beaucoup de courage et quel que soit le parti politique, si le courage était chez les politiques, ça se saurait depuis longtemps. Il n'y a plus d'hommes d'État, de vision, etc. Mais il y a des lois, il y a climat et résilience, il y a des lois qui sortent un peu tous les 4 matins, qui mettent un petit peu la pression. Mais c'est parce que les consommateurs ont mis la pression, les consommateurs citoyens qui sont aussi électeurs, qu'il y a des lois qui sortent comme ça. Donc, il faut que la RSE soit de plus en plus contraignante. Il y a quand même en fond une évolution avec de plus en plus de contraintes. Alors, le problème, c'est aussi qu'il y a la France, ce que font l'Assemblée, après ça passe au Sénat qui est quand même un peu conservateur. À l'Europe, parfois, il y a des surprises qui font que on ne va pas interdire la pêche dans des zones protégées. Enfin bon, voilà. Donc, à nous, citoyens, de nous mobiliser. J'espère que vous êtes tous dans des associations parce que c'est comme ça qu'on fait avancer le monde. Vous pouvez le faire la semaine dans vos entreprises, mais le week-end, militez, allez dans les associations, apprenez, allez à l'Académie du climat pour les Parisiens, qui est un endroit qui s'est créé il y a quelques mois, là, qui est quand même vachement bien. Et moi, j'ai appris énormément dans le monde associatif. J'ai été vice-président d'une asso qui s'appelle Entreprendre Vert. Il y a une quinzaine d'années, j'organisais un apéro par mois sur un secteur qui était en transformation. Voilà, il faut lâcher nos ordis, et je le dis pour moi aussi. Il faut aller rencontrer du monde, militer. Voilà, c'est pas juste en signant des pétitions, même si j'ai très, très, très envie de faire une pétition contre les JO d'hiver en Arabie Saoudite. Je suis pas sûr, et évidemment, mettre la pression sur les sponsors qui financent ça, mais voilà, il faut du courage, effectivement.
Merci, merci Thomas. Merci beaucoup, Thomas, pour ce témoignage et ce partage. En guise de conclusion, parce que lorsqu'on a lancé cette thématique, certains m'ont demandé, mais on est très loin des problématiques vélo, mobilité, etc. Et on a vu en fil conducteur de nos échanges que non, pas du tout, c'est totalement lié. Et ce qu'on aime, nous, dans notre métier au quotidien, quand on aide les entreprises à intégrer le vélo dans la mobilité des collaborateurs, c'est que on est typiquement dans ce sujet. C'est que on aide la marque et l'entreprise à développer sa marque employeur, on l'aide dans sa démarche RSE, et on est dans une démarche donnant-donnant. C'est que l'entreprise va aider ses collaborateurs, les collaborateurs vont faire ce premier pas ou être soutenus dans cet effort qui dure pas longtemps parce que ça devient vite un plaisir que d'utiliser le vélo comme premier moyen de transport quand c'est possible. Et c'est une démarche très vertueuse parce que au final, quand on fait ça au quotidien, on change aussi plein d'autres comportements dans son quotidien, au-delà de faire du vélo. Et c'est ce qu'on voulait essayer de vous partager aujourd'hui, notamment sur la mobilité, mais sur plein d'autres liens que l'on a pu mettre ici en exergue pour faire avancer les entreprises dans ce monde en transformation. Merci en tout cas beaucoup pour votre attention. Thomas nous a partagé son lien LinkedIn. Le replay sera disponible au plus tard en début de semaine prochaine sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Et puis, vous en recevrez certainement un lien par email. On se retrouve, la thématique, vous en recevrez l'ordre du jour. On se retrouve dans un mois, toujours le premier jeudi du mois, pour un nouveau Talk Asphalt. Et on vous dit à très bientôt et belle journée à tous. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci encore Thomas et merci de nous suivre chaque mois. À bientôt. Et vive Asphalt, dont je suis un grand supporter. et vive le vélo, comme on dit. Vive le vélo. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye bye.